Bonjour et bienvenue sur LCP, au cœur du travail parlementaire, avec aujourd'hui cette question: connaissez-vous The Shift Project ou encore TSP ou encore The Shifters? Non, eh bien ce n'est pas grave, c'est justement l'objet de notre discussion aujourd'hui. Il s'agit non pas d'un énième épisode d'une série en vue, mais bien d'un projet français, un laboratoire d'idées qui se fixe un objectif très précis: réduire notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole, au profit d'une énergie bas carbone. Alors son président, lui, en revanche, vous le connaissez bien, il s'agit de Jean-Marc Jancovici, qui était précisément auditionné à l'Assemblée nationale sur son projet. Écoutez. Merci de nous avoir réservé un temps pour discuter d'un sujet qui est un tout petit peu utile à l'activité de chacun d'entre nous, puisque si on ne mange pas, le reste devient un peu plus difficile. Je vais vous parler rapidement de ce qu'est le Shift Project en quelques minutes, et puis ensuite mes deux collègues sur ma droite rentreront un tout petit peu plus dans le détail du travail qu'on a mené. Le Shift Project est une association qui a été créée en 2010, dont je suis le président, et qui a pour objectif de contribuer à la décarbonation de l'économie. C'est une association d'entreprises, donc les seuls membres du Shift Project sont des entreprises. Leur cotisation représente à peu près un tiers de notre budget, et les deux autres tiers sont fournis par du financement ad hoc sur les projets que nous menons. L'essentiel de l'activité du Shift Project consiste à s'emparer de sujets, donc on est libre éditorialement de faire exactement ce qu'on veut, on est une association d'intérêt général et tout ce qu'on fait est versé dans le domaine public, et nous nous emparons de sujets dont nous pensons qu'ils sont utiles pour faire avancer le débat sur la décarbonation. On a une association cousine, ou sœur, je ne sais pas comment il faut dire, qui s'appelle les Shifters, qui elle est une association de personnes physiques. Donc en gros, il y a deux associations qui travaillent la main dans la main. Le Shift Project, qui est une association d'entreprise, et les Shifters, qui sont une association de personnes physiques. Au sein des Shifters, selon qu'on demande au syndicat ou à la police, on se promène entre 8 000 et 30 000 personnes. 30 000, c'est les gens qui disent qu'ils en font partie, et 8 000, c'est ceux qui payent leur cotisation. Voilà, si on segmente de cette manière. Les sujets sur lesquels on travaille, comme l'énergie est partout, ils sont partout également. Donc nous avons, de par le passé, travaillé sur l'industrie, les transports, l'éducation, la santé, la culture, l'administration publique. Enfin voilà, on travaille sur à peu près n'importe quel sujet. Et là, nous avons lancé, il y a maintenant à peu près 2 ans, un travail sur la question agricole, qui est celle dont on va vous parler ce matin. Alors le cadre dans lequel on inscrit notre réflexion est le suivant. On parle souvent, nous, de ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Alors, la double contrainte carbone, elle est assez simple. C'est le fait que les combustibles fossiles, c'est absolument merveilleux, puisque si on regarde historiquement ce qu'ils nous ont amené, la fin de la pénibilité de plein de travaux, la liberté individuelle de mouvement, l'augmentation du pouvoir d'achat, les retraites. Oui, les retraites, c'est une conséquence de l'avènement des combustibles fossiles qui ont permis la productivité du travail, le développement de l'industrie, la mondialisation, enfin j'en passe et des meilleurs. Ils ont malheureusement 2 inconvénients. Donc s'ils n'avaient pas ces inconvénients, ça serait très bien de les garder, il faudrait surtout les garder. Mais ils ont 2 inconvénients. La première, c'est qu'ils sont épuisables, et le premier, c'est qu'ils sont épuisables, et le deuxième, c'est qu'ils engendrent du réchauffement climatique. Alors le deuxième inconvénient, vous le connaissez tous et toutes, parce qu'on en parle beaucoup. Le premier, je vais juste vous rappeler qu'il faut 40 à 400 millions d'années pour faire du pétrole, du gaz ou du charbon à partir de la vie ancienne qui lui a donné naissance. Donc c'est pas renouvelable. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir indéfiniment autant qu'on veut. Et en fait, quand on regarde l'approvisionnement européen, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a des auditions devant certains de vos collègues de par le passé qui rentrent dans ce genre de détails. Quand vous regardez l'approvisionnement énergétique européen, vous constatez que nous sommes déjà sous stress, pas pour des raisons climatiques, pour des raisons géologiques, d'approvisionnement en combustibles fossiles depuis maintenant 15 ans. Et ça peut très facilement se relier aux problèmes économiques croissants que nous connaissons depuis cette époque. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais on peut en reparler si ça vous intéresse. Dans le cadre de l'agriculture, on a découpé nos travaux en 2 temps. Un premier temps est de nous intéresser à la partie production, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et il y aura un deuxième temps que nous allons démarrer dans quelques mois, où on va s'intéresser à la partie aval, c'est-à-dire transformation-distribution. Voilà. Évidemment, on pourrait nous dire qu'il y a, dans un cercle, vous savez, il n'y a pas de début. Donc voilà, il fallait bien démarrer par quelque chose.
Jean-Marc Jancovici, auditionné à l'Assemblée nationale sur The Shift Project. C'est le nom de son projet, de son laboratoire d'idées qui vise à redéfinir l'économie en vue d'une transition carbone. C'est un peu l'objectif. Et aussi, ce projet vise à donner des perspectives aux agriculteurs français étouffés par les normes, et notamment les normes européennes. Ce matin, devant la commission, il y avait beaucoup de monde venu entendre Jean-Marc Jancovici. Place aux questions. Madame, Messieurs, votre rapport soulève des enjeux cruciaux pour l'agriculture française, notamment la nécessité de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de renforcer sa résilience face aux crises climatiques et économiques. Ces objectifs, bien que louables, ne doivent pas faire oublier les réalités vécues par nos paysans. Tout d'abord, le Rassemblement national défend l'idée que l'agriculture française ne pourra réussir sa transition écologique sans garantir des prix rémunérateurs aux paysans. Or, votre rapport ne semble pas suffisamment traiter de cette question essentielle. Comment entendre des agriculteurs qu'ils investissent dans des pratiques agroécologiques sans une juste rémunération de leur travail? Les transformations proposées ne doivent pas se faire au prix de leur survie économique. Très clairement, nous déplorons l'idée de la décroissance. Ensuite, il est urgent d'agir et de mettre fin donc à l'inflation normative qui étouffe les exploitants agricoles. Votre rapport propose des ajustements structurels qui risquent d'ajouter des contraintes administratives supplémentaires. Nous devons simplifier les normes agricoles tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité alimentaire. Il est essentiel que cette transition ne devienne pas un fardeau administratif supplémentaire pour nos paysans qui peinent déjà à s'y retrouver dans la jungle réglementaire. Par ailleurs, pour promouvoir une agriculture durable et souveraine, nous devons renforcer les circuits courts. Ces derniers permettent de garantir une juste rémunération des producteurs tout en rapprochant les consommateurs de leur territoire. Soutenir les circuits courts, c'est non seulement réduire l'empreinte carbone des filières agricoles, mais aussi revitaliser nos territoires ruraux et garantir une alimentation de qualité à nos concitoyens. Enfin, nous défendons un moratoire sur les traités de libre-échange qui fragilisent nos filières agricoles en favorisant l'importation de produits issus de systèmes moins exigeants sur le plan environnemental et social. Vos propositions pour relocaliser la production, réduire les émissions importées vont dans le bon sens, mais elles seront vaines si nous continuons à accepter des produits agricoles qui ne respectent pas les normes imposées à nos propres agriculteurs. Ce dumping environnemental et social doit clairement cesser. Ma question est donc la suivante. Comment intégrer dans votre vision une garantie des prix rémunérateurs pour les paysans, une réduction de l'inflation normative, une priorité aux circuits courts et une remise en question des traités de libre-échange afin que cette transition ne sacrifie pas notre souveraineté alimentaire et n'étrangle pas davantage nos exploitants agricoles? Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole pour répondre. Alors, le consentement à agir du monde agricole était bien évidemment au centre de nos préoccupations puisque nous avons mené cette consultation qui était une première au sein des travaux du Shift Project. On n'a jamais fait ça dans aucun autre secteur avant. Et on a obtenu après quasiment 8000 réponses d'agriculteurs, ce qui est très significatif au regard des effectifs du secteur. Et on leur a bien évidemment posé la question, c'était contenu dans l'exposé qu'on a fait, de ce à quoi ils étaient prêts, ce à quoi ils n'étaient pas prêts. Et on a pris le plus grand soin de poser les questions pour que personne ne se sente, j'ai envie de dire, sous pression pour répondre dans un sens, parce que la réponse allait bien faire. Donc on a vraiment posé les questions de telle sorte que, quelle que soit la réponse qu'ils fassent, ils ne se sentent pas mis en accusation ou pas mis sur la sellette, ou etc. Et les grandes conclusions qu'on en retire, c'est qu'il y a un souhait d'action très très largement partagé dans le secteur et que la limite, c'est celle que vous avez soulignée, mais c'est celle qu'on a soulignée également dans notre exposé, c'est une limite économique. Alors je vais quand même rappeler un point essentiel à nos yeux. Quand vous passez la caisse d'un magasin, d'un distributeur, etc., il y a 7% du ticket de caisse qui va à l'agriculture. 7%. Je vous rappelle que la dépense alimentaire des Français, c'est 15%, donc 7% de 15%, vous êtes capable de faire le calcul comme moi, ça veut dire que les agriculteurs gagnent 1 à 1,5% de ce que dépensent les ménages, c'est-à-dire quasiment rien. Et en fait, une fois qu'on a ce chiffre en tête, on comprend que dès lors qu'on est capable, et ça fera partie de nos travaux à venir, de ne pas avoir des augmentations de prix proportionnelles à l'aval de la chaîne quand on augmente les coûts de production dans les exploitations, en fait, on a des marges de manœuvre assez significatives pour augmenter les coûts de production dans les exploitations elles-mêmes sans ruiner les consommateurs. Ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable à nos yeux.
En ce qui concerne la question du libre-échange et du Mercosur, pour ne pas le nommer, je ne vous rappellerai pas la tribune qu'un certain nombre d'entre vous ont probablement signée. Il y a une unanimité assez forte dans ce pays. On l'a retrouvée dans la consultation du monde agricole et au Shift Project, on partage cette vue, qui est que évidemment, il ne faut pas donner des fouets pour se faire battre. Enfin, on ne proposera absolument pas qu'il y ait des mesures qui soient mises en œuvre dans ce pays, qui ne soient pas dans des clauses miroirs, enfin qui ne soient pas dans un cadre tel que ça nous désavantage. Il faut évidemment protéger les pratiques vertueuses sur le plan économique quand on décide d'en faire. C'est absolument évident. Voilà, quelques premiers éléments. Alors, il faut savoir qu'au Shift Project, on voit toujours l'économie sous l'angle physique d'abord, physique biologique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux flux qui permettent à l'activité d'exister. Donc là, dans le domaine agricole, on a parlé sol, on a parlé biologie, on a parlé rendement, on a parlé heures de travail, on a parlé compétences, donc on a parlé de trucs qui se touchent, j'ai envie de dire. L'argent, ça se touche un peu, mais moins. Et donc, l'économie, on voit ça comme une condition limite. On regarde ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on regarde vraiment comment est-ce qu'idéalement, il faudrait organiser le système pour qu'il flotte. Voilà. Et puis, je laisse mes collègues compléter un tout petit peu. Pour compléter très brièvement, si on peut avoir le partage d'écran, s'il vous plaît. Et pour abonder dans ce sens, c'était aussi une des questions qu'on a souhaité poser lors de la grande consultation des agriculteurs. Et on le voit, il y a un vrai enjeu. C'est d'ailleurs la première politique publique que les agriculteurs appellent de leur vœu. C'est de protéger, d'être protégés contre les effets de la concurrence internationale. Et donc ça abonde effectivement dans ce sens. Merci. Je donne la parole à Pierre Cazeneuve pour poursuivre pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Le Quéré, Monsieur Jancovici et Bière de Noyer. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présence ce matin et surtout pour votre venue nous présenter ce rapport mené avec le Shift Project qu'on a lu avec beaucoup d'attention. On le sait, le secteur agricole représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais ce qui apparaît dans votre étude qui a été menée auprès de presque 8000 agriculteurs, c'est évidemment le fait que pour une immense majorité d'agriculteurs, il y a la volonté farouche d'opérer les changements structurels et la transition nécessaire pour parvenir à mener cette transition. Nous le savons, les agriculteurs, ce sont intrinsèquement des entrepreneurs qui, depuis la nuit des temps, depuis le début de l'agriculture, c'est pas tout à fait la nuit des temps, se sont adaptés au quotidien. Ils font évoluer leurs pratiques, leur culture, leur approche de leur exploitation. Ils sont au plus proche de nos territoires. Ils connaissent leur sol, leur écosystème. Et par ailleurs, et c'est presque un paradoxe, ce sont les premiers à être les victimes de ce dérèglement climatique et être confrontés à leurs conséquences. Dans les conclusions de votre étude et notamment de ce grand sondage que vous avez pu mener auprès de ces 8000 agriculteurs, encore une fois, je retiens cette volonté affichée et très majoritaire de participer à ce changement. Et je retiens également, évidemment, ce que vous avez mené, c'est-à-dire que ceci, derrière, il y a une clé économique, une lecture économique à avoir pour redonner aux agriculteurs de la valeur ajoutée, des marges, et ce qui a mené à une de vos conclusions, qui est de dire qu'il vaut mieux avoir des mesures incitatives que punitives. Une de mes questions derrière, c'est au-delà même du changement quasiment systémique qui est nécessaire autour de la redistribution de la valeur ajoutée et du modèle agricole, est-ce que vous avez estimé les coûts de l'accompagnement, notamment de l'État, sur, on va dire, les politiques publiques au sens large qui devraient être nécessaires pour atteindre les objectifs, et notamment de votre 4e scénario alternatif que vous avez présenté très rapidement. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, il est aussi un peu plus technique, sur le sujet de la biomasse. On sait qu'il y a aujourd'hui un énorme enjeu autour de la gouvernance, notamment de cette biomasse. Si on écoute notamment l'ensemble des acteurs énergétiques, si vous voulez, ils vous expliquent qu'on est capable de décarboner le gaz, de décarboner le carburant, on est capable de tout faire aujourd'hui avec la biomasse parce qu'il y a les gisements nécessaires, mais on sait très bien qu'il y a un peu de double comptage, on sait très bien qu'il y a des aléas, on sait très bien qu'il y a une dimension géographique très forte puisque la biomasse, elle est très inégalement répartie sur notre sol. Et donc ça, c'est une question un peu importante pour moi sur comment vous visualisez cette gouvernance de la biomasse. Et enfin, je finirai très rapidement sur la méthodologie. Contrairement au logement, contrairement au transport, on voit bien dans nos diagrammes d'émissions de GES, l'agriculture,
elle a une dimension très spécifique, c'est qu'elle est aussi contributrice de notre baisse des émissions de gaz à effet de serre, et elle a des externalités positives très fortes. En ce qui concerne la question de la concurrence d'usage sur la biomasse, c'est précisément notre clé d'entrée dans le sujet. Aujourd'hui, quand vous regardez qui veut de la biomasse, alors les avionneurs en veulent pour faire des carburants d'origine durable, les constructeurs en veulent pour faire des constructions en bois, les énergéticiens en veulent pour faire des réseaux de chaleur et pour faire des centrales électriques au bois, les gaziers en veulent pour mettre du biogaz dans les réseaux, et j'en passe et des meilleurs. Alors, comme la photosynthèse est ce qu'elle est, et que le nombre d'hectares de la France est ce qu'il est, la France est un grand pays, mais c'est quand même que 1 pour 1000 de la superficie mondiale, nous avons un sujet de concurrence d'usage. Et il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire une allocation optimale de la biomasse qui pousse. Alors la première conclusion, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, c'est absolument évident. Je vais juste vous donner un calcul d'ordre de grandeur pour illustrer. Vous avez peut-être entendu parler du projet Biojet dans le sud-ouest, là, qui vise à faire des carburants d'origine durable pour les avions. Moi, j'ai fait une petite règle de 3. Si on devait remplacer tout le kérosène qui est servi aux avions qui décollent d'un aéroport français par ce genre de procédé, il n'y aurait plus 1 mètre cube de bois de la forêt française disponible pour faire autre chose. D'accord ? Voilà, donc c'est évident qu'il n'y aurait plus de construction, il n'y aurait plus de bois pour les charpentes, il n'y aurait plus rien, d'accord ? Plus de bois pour les réseaux de chaleur, plus de rien. Bon. Donc vous voyez bien que cette histoire de la concurrence d'usage est centrale, et en fait c'est au centre aussi des réflexions du Shift Project, c'est-à-dire que à un moment le mot bouclage est apparu très rapidement dans la présentation qu'on a faite, qu'on pourra vous laisser, hein, donc on l'enverra si vous voulez. C'est un de nos axes de travail. C'est-à-dire, quand on a des ressources contraintes, comment est-ce qu'on peut imaginer les répartir ? Et ça renvoie fatalement à des préférences sociales. Moi, je ne sais pas dire si les Français ont le choix entre manger 4 fois moins de viande et prendre un peu plus l'avion ou l'inverse, comment ils ont envie d'arbitrer. La seule manière de le savoir, ça serait de leur demander. Pour le moment, on ne leur pose pas ce genre de questions, parce que la façon dont est organisé le débat public, c'est pas que vous allez avoir droit à ça ou ça, c'est que vous allez avoir droit à tout. C'est particulièrement vrai dans le monde que vous fréquentez. Mais donc, oui. Il faudrait leur poser la question. Alors de temps en temps, on essaye de s'y atteler. Là, on ne l'a pas fait, hein, en l'occurrence, on ne demande pas aux gens comment. Mais c'est évident qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc nous, on fait des propositions. Et ce qu'il y a dans le rapport, c'est une proposition. Voilà. J'ai consulté avec attention votre rapport scientifique pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, qui présente une série de recommandations afin de faire de notre agriculture un véritable outil de lutte contre le réchauffement climatique, tout en garantissant la production domestique et le bien-être des agricultrices et agriculteurs. Vous l'avez rappelé, rien ne se fera sans les accompagner dans la transition du modèle agricole. Vous évoquez les mesures essentielles telles que la mise en place de mécanismes protectionnistes, notamment au sein de l'Union européenne, de prix rémunérateurs pour nos paysans, d'aides couplées pour certaines productions, de concertation renforcée autour de la ressource en eau, de la remise en cause du principe absolu du marché. Par ailleurs, nous devons baisser notre consommation de viande, veaux, vaches, porcs et volailles, en diminuant drastiquement celle issue des élevages dits intensifs, gros consommateurs d'intrants et d'aliments venus de l'autre bout de la planète, pour favoriser les élevages au pâturage complémentés de cultures locales. J'ajoute un point qui n'est pas souligné, c'est celui du détricotage des abattoirs de proximité abandonnés par l'État, qui de fait entraîne une augmentation du temps de transport pour les animaux, mauvais pour le bilan carbone et le bien-être animal. Ces idées ont reçu un accueil favorable de la part de représentants du monde agricole. La porte-parole de la Confédération paysanne a notamment évoqué, je cite, « Ce travail était important à faire, le résultat est hyper intéressant ». Toutefois, malgré des lignes directrices claires, je pense que plusieurs interrogations persistent quant à la place que vous donnez à l'agriculture biologique à l'horizon 2050, à votre position sur les projets de méga-bassines, ou bien encore à ce que vous recommandez concrètement afin que les Françaises et les Français ne reportent pas leur consommation sur des produits agricoles importés moins chers. Dans votre rapport, vous dites, je cite, que le projet de loi d'orientation agricole est l'occasion de clarifier les priorités et de penser un nouveau contrat entre la société et le secteur agricole. Sur ce point aussi, une question me taraude. En l'état, pensez-vous que ce projet de loi offre un nouveau cap à l'agriculture française en mettant en œuvre vos recommandations ? Plus largement d'ailleurs, que pensez-vous des politiques agricoles récentes et prochaines ? Je vous remercie pour votre éclairage sur ces 5 points. Merci. Je vous donne la parole pour répondre.
Alors, je vais beaucoup vous frustrer sur le projet de loi. Moi, je ne l'ai pas regardé en détail, donc malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous faire. Sur la partie syndicat, en fait, nous, notre souhait, c'est de créer du consensus. C'est bien pour ça qu'on s'est adressé directement aux agriculteurs. Alors, les syndicats, on a discuté avec tout le monde, parce que la façon dont on travaille au Shift Project, c'est qu'on a envie de discuter avec tout le monde quand on s'intéresse à un secteur. Et on a par ailleurs, on a toujours envie d'avoir au sein du secteur des interlocuteurs qui sont les gens qui vont devoir faire. Donc on essaye, on sait bien qu'on est des intellos parisiens et que c'est pas nous qui allons derrière nous retrousser les manches. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est toujours de discuter avec des gens du secteur pour s'y faire un maximum, j'ose le mot, d'alliés, c'est-à-dire de gens qui ont envie d'aller dans notre sens. Et on ne cherche pas à faire en sorte que ces gens-là appartiennent à un syndicat, à un parti, à une obédience particulière. Donc on discute avec tout le monde et notre souhait, c'est de créer du consensus. C'est ça notre philosophie. Donc là, dans ce domaine-là, on a évidemment discuté avec tous les syndicats agricoles, la Confédération comme les autres, mais on n'a pas cherché à se mettre dans les traces ou dans les pas d'un organisme représentatif particulier. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est créer du consensus. Voilà. Sur les points plus techniques, je vais laisser mes collègues répondre. Merci beaucoup. Effectivement, sur la partie agriculture biologique, dans nos scénarios, on a fait une projection à 2050 de 25% d'agriculture biologique sur les grandes cultures, enfin sur les surfaces cultivées, sur les terres arables, auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'autres pratiques qui pourraient s'y assimiler, mais qui ne répondent pas à un cahier des charges. Et ces choix qu'on a fait de rentrer principalement par les pratiques agricoles, c'est que finalement, il ne s'agit pas, à notre sens, de regarder les certifications et labels, mais bel et bien d'entrer par la question des enjeux physiques. Les principaux critères autour de l'agriculture biologique, c'est l'absence totale de produits phytosanitaires de synthèse, mais pas de tous les produits phytosanitaires, et par contre l'absence totale d'engrais azotés de synthèse. Or, on l'a vu, c'est un des principaux vecteurs d'énergie rentrant dans le système agricole. En fait, l'azote, c'est un facteur limitant des systèmes. Et donc, de vouloir proscrire complètement les engrais azotés de synthèse nous semblait une hypothèse trop dure ou trop radicale en termes d'effet sur la productivité de l'ensemble du système pour qu'on la massifie en tant que telle. Néanmoins, on baisse de 70% en sortie de modèle. On a un résultat qui nous amène à une diminution de l'ordre de 70% de la demande d'engrais azotés de synthèse. Et donc, finalement, on aurait des choses qui s'approcheraient quand même très près de ce que pourrait être l'agriculture biologique, sous cet angle de l'azote. Sur la question du stockage de l'eau, assez largement, on renvoie à des arbitrages à une échelle locale et territoriale, parce qu'en fait, c'est à cette échelle que se situent les conflits d'usage sur la ressource. Et donc, on n'a pas une position pour ou contre les bassines, mais avec un enjeu, à notre sens, de bien regarder l'adéquation aux différents enjeux des territoires, tout en se projetant et en anticipant les questions climatiques. Merci. On poursuit avec Chantal Jourdan. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous vous remercions donc pour vos travaux denses. Après une identification claire des dépendances et vulnérabilités de l'agriculture, vous mettez en évidence tous les efforts à faire pour atteindre l'objectif d'une agriculture bas carbone en 2050, auquel vous ajoutez un objectif de résilience et de prospérité. Vous aboutissez à un scénario global de conciliation qui prévoit une réduction des effectifs des cheptels associée à une extensification des élevages, qui préconise les pratiques agroécologiques, qui met l'accent sur la nécessité de modifier les productions culturales, qui fait une place à la production d'énergie renouvelable par le renforcement de l'agroforesterie, mais aussi par le renforcement de l'agrivoltaïsme et de la méthanisation. Donc à l'annonce de tous ces débouchés, je m'interroge quand même sur les éventuels conflits d'usage des terres qui pourraient survenir. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de mettre d'abord en avant vraiment la première fonction de l'agriculture, l'alimentation, considérant que la fonction de production énergétique à la ferme ne peut être que secondaire? Par rapport à l'alimentation, vous indiquez que vous poursuivrez le travail en vous penchant sur cet aspect. Vous intéresserez-vous plus précisément aux changements de comportement alimentaire préconisés, par exemple en matière de santé publique, qui pourraient à la fois répondre aux enjeux sanitaires et aux enjeux climatiques? Par exemple, vous inspirerez-vous du scénario AFTER, puisque je crois que vous avez aussi consulté Négawatt.
Je m'interroge aussi dans ce scénario de conciliation, je m'excuse, la question a déjà plus ou moins abordé, mais sur la proportion donnée à chaque modèle d'exploitation. Quelle place réservez-vous pour la bio, pourtant peu émettrice de gaz à effet de serre? Vous énoncez qu'un choix de société est à faire rapidement. Pour notre part, nous pensons que le soutien à l'agriculture doit prioritairement se porter vers l'agroécologie, notamment vers les modèles de polyculture avec élevage extensif qui permettent moins de mécanisation, plus d'autonomie fourragère, le maintien des prairies qui sont constitutifs d'un puits de carbone performant et garantissent par ailleurs la préservation de la biodiversité. Alors, qu'en pensez-vous? Merci. Je vous donne la parole pour répondre à la question. Merci Madame pour la question. Alors sur le sujet des choix, des priorités stratégiques entre autonomie alimentaire et production d'énergie, c'est effectivement une question qu'on a choisi d'arbitrer dans notre scénario de conciliation, puisque vous le voyez ici avec quelques indicateurs clés. Dans notre scénario de conciliation, il y a une priorité à l'autonomie alimentaire. La production d'énergie ne vient en effet qu'en deuxième plan. Vous voyez sur les indicateurs, donc le dernier graphe en bas, le scénario de conciliation étant tout à droite, il est très légèrement supérieur en termes de production d'énergie par rapport au scénario d'autonomie alimentaire. Sur le potentiel nourricier, il est très largement supérieur au scénario énergétique. Donc c'est bien une priorité qu'on a fixée dans notre scénario. Et concernant la lecture des autres scénarios déjà existants, on s'est appuyé sur les autres travaux, donc ceux conduits par l'ADEME, également ceux conduits par Solagro, donc le scénario After 2050, et les travaux de l'IDRI, donc avec le scénario TIFA. Donc, tous ces travaux ont fait partie de notre corpus d'inspiration et on s'est appuyé sur des outils développés par Solagro pour construire nos propres scénarios, donc par les auteurs du scénario After. Et donc on a eu des échanges constants aussi avec eux. Merci. Donc on poursuit avec Antoine Vermorel-Marquez. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Le Quéré, Monsieur Biardot-Noyer, Monsieur Jancovici. Je tiens tout d'abord, au nom de notre groupe, à vous remercier pour la qualité de vos travaux, même si on n'est pas toujours d'accord avec les conclusions qu'ils portent, mais ça nous permet de challenger notre pensée et de clarifier nos choix. Et pour clarifier ces choix, il faut d'abord les objectiver, et ce rapport permet de compléter le plan de transformation de l'économie française que vous aviez publié, sur lequel il nous semblait qu'il y avait besoin de précision, notamment en matière de stockage du carbone dans l'élevage, et également concernant les importations de produits agricoles. Et donc le rapport que vous publiez aujourd'hui vient préciser ces deux sujets sur lesquels je voudrais de nouveau vous interroger. En matière d'élevage, et vous l'avez dit Madame Le Quéré, vous êtes sur une hypothèse prudente parce que les connaissances que nous avons aujourd'hui ne sont pas claires concernant les externalités négatives et positives. Dans le plan de transformation de l'économie française que vous aviez publié il y a quelques années, vous preniez une baisse de 60% de la consommation de viande. Or, on peut certainement faire moins, mais surtout mieux et mieux produire. Et sur ce premier, je voudrais citer, comme vous le citez à plusieurs reprises dans votre rapport, les prairies permanentes et notamment la question du stockage du carbone. Il est vrai que nos vaches émettent du méthane dans nos campagnes, mais sans elles, il n'y aurait pas de prairies, pas d'insectes, pas d'abeilles et pas de stockage de carbone. Car oui, si l'on regarde les derniers rapports, et notamment le premier rapport de l'INRAE de 2020 sur le sujet, que je cite, « Exprimé en équivalent CO2, la quantité de carbone stockée par la prairie permettrait globalement de compenser la quantité de méthane émise par les animaux valorisant cette même prairie. » Ce sujet de l'externalité négative de l'élevage est trop peu pris en compte dans les rapports actuels. Et donc je souhaiterais vous interroger notamment sur les différents types d'élevage en fonction des différents types d'externalités positives et négatives qu'ils émettent, parce que c'est là la distinction qui est très importante. Le deuxième sujet sur lequel nous souhaiterions vous interroger, c'est la question des importations, et notamment la question des clauses miroirs. En 20 ans, les importations de viande ont d'ailleurs été multipliées par 4. Vous insistez sur la souveraineté agricole et la réciprocité des normes. Cela fait l'objet d'une des propositions de loi que nous portons pour renforcer l'article 44 de la loi Egalim. Aujourd'hui, nous avons déjà 20% de notre alimentation qui est importée depuis l'étranger. Et 10 à 25% de ces produits, d'après un rapport du Sénat, ne respecteraient pas nos normes sociales, sanitaires et environnementales.
Et donc nous nous interrogeons toujours sur un plan de transformation de l'agriculture française qui ne prend pas en compte ou pas suffisamment en compte la question des clauses miroirs et de la réciprocité. Et donc on aimerait vous interroger sur cette question pour savoir comment justement renforcer et qu'est-ce que vous dites sur les 20% de l'alimentation française qui est importée. Et enfin, même si cela dépasse le cadre de notre échange dans notre commission ce matin, je n'ai pas vu votre réaction, M. Jancovici, sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, et donc je serais heureux de savoir ce qu'en pense le Shift Project. Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole pour répondre. Alors, je vais commencer par beaucoup vous frustrer sur la dernière question. Je ne l'ai pas écoutée, donc pour le moment, je n'en pense strictement rien. Voilà. La seule chose que je pense, c'est qu'il dépend notamment de vous et de vos collègues de savoir s'il sera toujours Premier ministre dans 3 mois. Mais ça, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Et je n'ai pas d'action chez lui, hein, je précise. La deuxième, alors pour en revenir à la question de l'élevage, vous savez probablement aujourd'hui qu'il y a déjà une baisse tendancielle du nombre de têtes dans le cheptel français, et que cette baisse est actuellement de 2,7% par an. Merci. Cette baisse est actuellement de 2,7% par an. Nous, on propose une baisse de 1% par an. Donc en fait, paradoxalement, par rapport à la baisse tendancielle du cheptel actuel, nous, on propose de la ralentir, cette baisse. D'accord ? Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est quand même ça qu'on propose. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les émissions annuelles de méthane du cheptel français ne compensent absolument pas le stockage annuel de carbone dans les prairies. Les prairies sont un stock de carbone pour l'essentiel à l'équilibre. Et ce qui a été dit par Laure tout à l'heure, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher au stock de carbone, parce que ça crée du déstockage. Mais le fait de garder des prairies ne crée pas un stockage de carbone qui compense les émissions de méthane. Ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. La troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les types d'élevage ne se valent pas. Et c'est bien pour ça que nous, on propose de maintenir prioritairement, que ce soit chez nous ou via justement la limitation des importations, question suivante, de privilégier les modes d'élevage qui sont les plus vertueux, qui sont en gros de l'élevage sur prairie permanente. Alors, il faut savoir que le contenu carbone d'un kilo de bœuf entre la méthode la plus vertueuse qu'on peut trouver dans certains pays européens et la méthode la plus défavorable, qui est en gros du pâturage sur déforestation récente, il y a un facteur 10, je dis bien un facteur 10 dans les émissions par kilo de bœuf entre les deux. Donc, un des enjeux, c'est précisément d'avoir ça en tête et de savoir différencier les émissions par animal élevé en fonction du mode d'élevage et notamment du fait que ce mode d'élevage a impliqué à un moment ou à un autre de la déforestation ou pas. Voilà. Sur les prairies existantes, on peut faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure par Laure, notamment la question de l'agroforesterie. Alors, il y a également tout le stockage dans les cultures par le couvert végétal permanent, mais ça ne concerne pas directement l'élevage. Et puis, il y a un sujet indirect d'amélioration aussi des émissions de l'élevage via les légumineuses, parce qu'à partir du moment où on a plus de légumineuses produites en France, on importe moins de protéagineux ayant engendré de la déforestation. Et 2, on fabrique moins d'engrais azotés, puisque les légumineuses stockent de l'azote dans le sol. Et la fabrication des engrais, comme on l'a montré tout à l'heure, est un poste significatif d'émissions dans le système agricole. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de mesures qu'on propose pour faire en sorte que l'élevage rentre dans les clous. Et les clous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'agriculture colle dans le budget carbone de la SNBC. Donc notre scénario de conciliation, à l'arrivée, il coche cette case. D'accord ? Il coche la case qui est, quand on met toutes les mesures, il faut compter, hein, quand on met toutes les mesures bout à bout, eh bien on arrive à maintenir cet élevage avec juste 1% de baisse. Et alors vous allez me dire 1% de baisse, c'est quand même 1% de baisse. Très bien. Moi j'ai été chez un éleveur laitier il y a quelques mois et je lui ai posé en direct la question et je pense qu'il était représentatif de son secteur. Je lui ai dit mais si le contrat social c'est que vous avez moins de bêtes mais qu'on vous les paye plus cher au kilo, vous prenez ou prenez, enfin on le tutoie en l'occurrence, mais tu prends ou tu prends pas? Et il m'a dit moi je prends, j'ai pas de problème avec ça. Donc en fait c'est à la société française par ailleurs d'être cohérente avec ses demandes. À partir du moment où on dit on veut que les gens cochent la case environnementale, ça c'est pas au Shift Project de le décider, c'est le contrat social entre la population et son agriculture. Hein. Mais si le contrat social c'est ça, c'est-à-dire qu'on demande à l'agriculture de cocher cette case environnementale, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique de ce qu'on lui demande et que le consommateur de l'autre côté dise à ce moment j'accepte qu'au kilo les éleveurs soient mieux rémunérés parce qu'ils vont rendre un service à la collectivité qui est d'avoir un élevage plus respectueux de l'environnement. Et le résultat de notre consultation, c'est qu'il n'y a pas de problème avec ce discours dans le monde agricole. Donc il y a un problème économique, encore une fois, il faut qu'on soit cohérent, mais il n'y a pas de position de principe contre ça, tel qu'on l'a ressenti. Par contre, une diminution du cheptel sans contrepartie, ça les gens n'en veulent pas, ça ressort très nettement aussi de la consultation qu'on a. Enfin les gens, les éleveurs n'en veulent pas, et il faut se mettre à leur place, c'est normal, c'est tout à fait normal.
Ah oui, pardon, sur les importations. Allez, vas-y, alors, sur les importations. En complément purement méthodologique, un tout petit point. Dans le périmètre de notre projet, on est vraiment sur le secteur agricole. L'évolution des régimes alimentaires, on sait très bien que c'est un levier important de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un sujet également pour la question des importations et des clauses miroirs. Et donc ce sujet d'évolution des comportements alimentaires, on va le traiter dans la suite du projet. Mais évidemment que c'est un levier majeur, au-delà de l'évolution de l'offre en tant que telle. Juste pour compléter sur les importations, donc nous, philosophiquement, on est très à l'aise avec l'idée qu'il faut absolument protéger les pratiques vertueuses de la concurrence qui ne les mettrait pas en œuvre et qui ne se baserait que sur les prix. Ça, on est tout à fait en phase avec ça. On n'a pas travaillé de propositions précises à ce stade, sans compter que, comme vous le savez, tout ça dépend de l'Union, ça dépend un peu moins de la France, mais on n'a pas travaillé de propositions précises à ce stade pour rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on pourrait piloter les importations dans le respect ou pas du reste des règles qui sont actuellement en vigueur. Merci. On poursuit avec Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre présence, votre rapport documenté et belle année à vous. Vous le dites, l'agriculture française est fortement dépendante des énergies fossiles, des engrais azotés, contrainte dans des jeux de compétitivité liés aux accords de libre-échange, la course au bas prix, contrainte aussi par sa vulnérabilité face au changement climatique. Pour autant, et vous le dites aussi, c'est bien dans notre modèle agricole ou dans la transformation de celui-ci que se nichent la plupart des solutions pour contribuer à la neutralité carbone et à notre capacité à nous nourrir demain. Nous devons faire des choix politiques, le choix des dépendances et des contraintes ou celui de l'autonomie et de la souveraineté. Dans votre présentation, vous nous avez parlé de la substitution énergétique qui s'était opérée dans les années 60, mettant fin à l'interdépendance des filières végétales et animales et au système de polyculture élevage généralisé jusqu'alors. Nourrir le sol, nourrir les plantes pour se nourrir. Peu à peu, ce bon sens paysan a laissé place à la surspécialisation, l'agrandissement, la modernisation, renforçant de fait les dépendances. Venant de Chine, du Maroc ou des États-Unis, pour 70% d'entre eux, les engrais minéraux de synthèse ont pris le pas sur les engrais de ferme. Nous sommes entrés dans l'ère d'une agriculture mondialisée qui ne profite souvent ni aux agriculteurs et à leurs revenus, ni aux consommateurs, ni à la qualité des produits, ni à la santé des sols, ni au climat. Vous nous dites possible, souhaité et souhaitable d'agir sur des pratiques de fertilisation en réduisant leur usage, en relocalisant et décarbonant leur production, de favoriser les élevages extensifs, pastoraux ou herbagers, économes et autonomes, de favoriser les pratiques agroécologiques moins intensives en énergie, de préserver les prairies permanentes, les couverts végétaux, de développer les légumineuses. Pour aller vers ces évolutions, vous préconisez de garantir une sécurité économique des agriculteurs en sécurisant leurs revenus et en travaillant sur des filières et des marchés rémunérateurs. Toutes ces propositions, nous les avons portées et débattues dans cette Assemblée. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main au nom du poids des injonctions, tout en en ajoutant en matière de compétitivité, de poids du marché et de dépendance internationale, tout en refusant nos propositions pour des prix rémunérateurs. Concrètement, au-delà du fait que la grande majorité des agriculteurs, comme vous le montrez, seraient évidemment prêts à transformer leur modèle s'ils y étaient accompagnés, quelles sont vos propositions concrètes sur la structuration des exploitations dans cette optique, mais également sur le soutien effectif des politiques publiques à l'élevage extensif face à la concentration des cheptels, et enfin sur les moyens d'arriver à des prix rémunérateurs pour ceux qui nous nourrissent. Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole pour répondre à ces questions. Alors, un premier élément de réponse. Je suis désolé de m'inscrire un peu en faux de ce que vous avez dit, mais la mondialisation a terriblement profité aux consommateurs, c'est bien pour ça qu'elle a pris place. Elle a également terriblement profité, les combustibles fossiles ont terriblement profité à la productivité côté agricole. Il faut savoir qu'en 2 siècles, la productivité par agriculteur a été multipliée par un facteur de l'ordre de 200. 200, hein, on n'est pas en train de parler de 3% d'augmentation. Il y a 2 siècles, les 2 tiers de la population française étaient au champ. Agricole, et avec ça, les gens mangeaient 5 fois moins de viande qu'aujourd'hui, par personne et par an. Le prix réel des produits agricoles, mon petit calcul, c'est qu'en 1 siècle, il a été divisé par 30 à 50. Je parle bien des prix agricoles. Et tout ça, c'est les combustibles fossiles qui nous ont amenés. C'est bien pour ça que c'est si difficile de s'en passer. C'est parce qu'il y a quand même des gros avantages liés à cette arrivée. Donc la mondialisation, elle est aujourd'hui partout dans le système agricole, puisque nous ne produisons pas de gaz en France. Et dès qu'on utilise un engrais azoté, on utilise du gaz.
Nous ne produisons plus de minerais de fer en France et nous n'avons pas de charbon métallurgique. Et dès qu'on a une pièce de tracteur en métal, c'est-à-dire quand même beaucoup de tracteurs, on bénéficie de la mondialisation. Donc en fait, il faut bien voir que la mondialisation, elle est absolument partout aujourd'hui dans nos processus productifs. Elle n'est pas juste dans les produits terminés. Elle est à toutes les étapes du processus. On baigne dans une économie aujourd'hui qui est devenue totalement interdépendante et on serait incapable d'en sortir demain matin sans effondrement du système. Je ne suis pas en train de me faire le chantre de la grande mondialisation ouverte. Pour celles et ceux qui connaissent mes positions, vous savez que c'est pas ça. C'est juste la réalité physique qu'on observe aujourd'hui. C'est bien pour ça que le système n'est pas si simple à détricoter. Tout à l'heure, dans les dépendances au pétrole qui ont été évoquées par Laure, il y en a une que je vais rajouter, c'est la dépendance aval aux exploitations. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, vous avez entre un camion sur 4 et un camion sur 3 qui transportent un truc qui se mange. Donc en fait, la dépendance au pétrole du système, elle n'est pas juste dans les exploitations et elle n'est pas non plus juste à l'amont des exploitations, elle est aussi très fortement à l'aval des exploitations. Et c'est bien l'apparition de tous ces transports faciles et pas chers qui ont permis la spécialisation des zones agricoles et qui aujourd'hui sont indispensables pour que les villes mangent. On s'en est rendu compte pendant le Covid, si demain matin les camions disparaissent, les villes meurent de faim. Voilà. Donc la dépendance, elle est partout. C'est bien ça le problème. Voilà. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive. C'est bien ça notre question. Hein, comment est-ce qu'on arrive à détricoter le système partiellement, de telle sorte qu'on en garde l'essentiel de ce qu'on peut avoir comme avantage, tout en supprimant les inconvénients. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est un problème qui n'est pas si simple. Si c'était si facile, il y a longtemps que ça serait fait. J'ai envie de dire. Voilà. Sur les quelques questions plus précises, je vais laisser mes deux collègues répondre. Sur les prix, on en a déjà parlé. Alors encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'entrée économique à ce stade dans notre rapport. Philosophiquement, on le dit ou on le répète partout, c'est évident que on peut pas. Moi, je l'ai dit, on peut pas demander à un secteur qui n'a pas d'argent d'innover. Ça n'existe pas, ça. Donc, et quand on voit encore une fois ce que gagne le secteur agricole au regard de ce qu'on dépense. L'autre jour, j'ai fait un petit calcul, rien qui vous amusera. Les Français dépensent aujourd'hui 2 fois plus d'argent en cigarettes qu'en produits bio. D'accord, le produit bio, c'est 12 milliards d'euros. En France, les cigarettes, c'est 25. Bon. Donc, je pense qu'il y a de la marge pour mieux manger en améliorant sa santé, etc. Je pense que ce n'est pas avant tout un problème économique si le consensus social, encore une fois, est là. Je vais répondre sur la partie structuration des exploitations. En fait, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trouvé de réponse technique en tant que tel, c'est-à-dire que comme on est rentré par les questions physiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre par hectare, qu'est-ce qui en sort, quelles sont les pratiques mises en œuvre concrètement, combien de kilomètres de haies, etc. Enfin voilà, on est vraiment rentré sur on a vraiment travaillé le sujet sur ces entrées-là, qui plus est à une échelle macro qui est l'échelle française hexagonale, et donc on n'est pas descendu à une échelle territoriale et encore moins à l'échelle des fermes en tant que telles. Et donc, on n'a pas de réponse à donner entre est-ce qu'il faut que les fermes elles fassent 10 000 hectares ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles fassent 10 hectares. Par contre, on sait que, quelle que soit la taille de ces fermes, il faut qu'elles soient moins dépendantes des énergies fossiles, il faut que les cheptels réduisent un peu, il faut qu'il y ait beaucoup plus de légumineuses dans les assolements, il faut qu'il y ait des couverts végétaux, des pratiques d'agriculture de conservation, etc. Et donc, voilà, le côté technique ne nous permet hélas pas de répondre sur qu'est-ce que la taille optimale des fermes. Et on pense que c'est plutôt un choix de société auquel vous avez plus vocation à répondre que nous. Merci. Donc, on poursuit avec Hubert Hott. Ah, pardon, allez-y. C'est pas long, hein, la lecture de la réponse à la grande consultation. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite vraiment à regarder les résultats. Il y a 12 ou 15 pages. C'est super intéressant, vraiment. Merci. Donc, on poursuit avec Hubert Hott. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Jancovici, Madame, Monsieur. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette contribution particulièrement bienvenue pour éclairer les débats qui entourent actuellement les sujets agricoles dans notre pays. La particularité de cette enquête réside dans le fait d'avoir réuni un conseil scientifique et un collège d'agriculteurs, permettant ainsi de construire un travail s'appuyant sur des approches complémentaires. L'autre vertu de ce travail est qu'il résulte d'une consultation large de près de 8000 agriculteurs. Dans ce rapport, on note des informations précieuses. 86% des agriculteurs demandent que les objectifs de l'agriculture française soient clarifiés. 90% se disent prêts à accélérer la transition vers des pratiques agroécologiques. Vous rapportez
qu'un tiers d'entre eux se disent très préoccupés par l'impact des phytosanitaires sur la biodiversité, tandis que la moitié s'inquiéterait de leurs effets sur la santé des agriculteurs. Vous rappelez que les agriculteurs se trouvent entre le marteau et l'enclume. Ils voudraient que la société s'accorde entre les demandes environnementales qu'elle leur adresse et les demandes de production qu'elle leur envoie. Il existe des moyens d'y parvenir, dites-vous. On peut les aider en les rémunérant directement pour les services écologiques rendus et en les soutenant à travers le prix des produits. Vous expliquez que le nœud du problème agricole est d'abord économique et financier. Vous rappelez que dans notre pays, pour résumer, seul 1% du budget des ménages revient à nos producteurs. Selon vous, l'inégalité des revenus dans la chaîne de l'alimentation, les marges des entreprises de transformation et de la distribution contraignent les agriculteurs à des revenus trop faibles et produisent des conséquences écologiques et sociales regrettables. Ne pensez-vous pas que cet héritage de grande diversité, la force de l'agriculture française, c'est son histoire et son extraordinaire diversité. Notre pays a su mettre à profit une nature généreuse et variée pour développer des savoir-faire agricoles et des productions à la fois multiples et qualitatives. Ne pensez-vous pas que cet héritage de grande diversité dans la production agricole soit notre force ? Ne pensez-vous pas aussi que ces exploitations de tailles très différentes qui coexistent encore sont un atout déterminant ? En conséquence, n'est-il pas indispensable de faire en sorte que ce modèle mosaïque ne soit pas simplifié, mais au contraire encouragé pour renforcer toutes les résiliences utiles et précieuses face à la situation climatique que nous traversons, tout en améliorant la cohabitation avec la biodiversité et en valorisant le savoir-faire agricole français. Je rajouterai que le capital nature hérité de notre agriculture historique, avec ses paysages complexes, ses prairies permanentes, ses réseaux de ligneux en haies ou en bocage, ses infrastructures agroécologiques des plus variées, est aujourd'hui une arme majeure, indispensable, pour faire face à la crise climatique, pour préserver l'eau, pour enrayer la chute du vivant. Le vivant est un atout irremplaçable, sans lequel il n'y a pas d'avenir pour les humains. On ne fabriquera jamais du vivant, mais on fabrique soit un monde qui le dégrade, soit un monde qui le préserve. Merci. Merci. Je vous donne la parole pour répondre. Alors la question des chaînes de valeur, en fait, ça sera quelque chose qui sera indirectement traité quand on va s'attaquer à la partie alimentation, qui est donc la suite de notre travail. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait décidé de procéder en 2 temps, même si les deux ensembles marchent la main dans la main. Juste pour faire un petit rappel historique, pourquoi est-ce que la valeur s'est très fortement déplacée des exploitants agricoles, dans le ticket de caisse, vers les transformateurs et les distributeurs? C'est notamment lié au fait que nous sommes devenus des urbains. Comme on est devenus des urbains, on n'habite pas dans les champs, et par ailleurs, on est devenus des gens qui travaillons à l'extérieur, et donc on arrête de faire la cuisine. Le mode d'alimentation des Français il y a un siècle, c'était qu'on habitait tous à côté du paysan du coin ou de la paysanne du coin, que monsieur ou madame Dupont allait chercher les légumes et les œufs et le poulet pour faire le frichti, et qu'on mangeait ce qu'on avait cuisiné. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de paysan du coin. Enfin, en tout cas, celui qui est à côté de l'Assemblée nationale, je ne le connais pas, quand on sort dans la rue de l'université, là. Et donc nous mangeons des produits qui sont nécessairement venus d'ailleurs. Donc il y a du transport, de l'emballage, donc de la distribution. Donc la logistique, il ne s'agit pas de marge, il s'agit de valeur ajoutée. Enfin moi je ne parle pas des marges au sens du résultat net des activités. Il y a de la valeur ajoutée qui est passée parce qu'il y a des gens qui tout simplement doivent être occupés à fabriquer des camions pour transporter, conduire les camions, fabriquer les emballages parce que c'est un auxiliaire indispensable du transport. Dès que vous avez du transport, vous avez des emballages. Fabriquer les rayons pour mettre en rayon, fabriquer les magasins, accessoirement faire les campagnes de pub pour nous donner envie d'aller dans le magasin. Et par ailleurs, il y a longtemps qu'on ne fabrique plus les yaourts nous-mêmes, on achète les yaourts tout faits, et donc il y a des industriels de l'agroalimentaire qui se sont installés dans ça. On ne fait pas les pâtes nous-mêmes avec le blé qu'on est allé acheter à côté, donc, etc. Donc en fait, toutes ces entreprises qui sont apparues sont la conséquence du fait que les gens n'habitent plus là où a lieu la production agricole et ne transforment plus, pour l'essentiel, la production agricole eux-mêmes. Je vais revenir à l'exemple du budget des ménages. Les gens achètent moins cher de légumes que de cigarettes, aussi, il faut le savoir. Et ils achètent moins cher de nourriture que d'abonnements numériques, de télévision, d'ordinateurs, de smartphones et autre chose de cette nature. Donc, ces activités économiques sont apparues, j'ai envie de dire, conjointement,
avec la façon dont les gens se sont mis à vivre là où ils habitent, etc. Et demain matin, on ne pourrait pas rêver, même peut-être que moi j'en rêve, mais ça n'a pas tellement de valeur pratique, on ne peut pas rêver d'un monde dans lequel on a supprimé les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire demain matin. Ça ne marche pas, parce que dans ce système-là, les gens ne mangent plus dans les villes. Voilà. Donc mais tout ça, on va s'y attaquer quand on regardera la partie transformation et distribution, c'est-à-dire la partie alimentation et les flux physiques qui vont derrière. Sur la partie diversification, et adaptation, avant de laisser mes collègues répondre. Alors adaptation, on s'en préoccupe parce que bien évidemment l'agriculture qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'agriculture qu'on aura dans 50 ans, c'est pas possible. Et vous savez très bien que les schémas culturels dans n'importe quelle activité, ça met 1 à 2 générations à changer. C'est ça le temps qu'il faut pour changer la façon dont les choses se passent de manière un peu significative dans un secteur. Il faut 1 à 2 générations. Voilà, c'est partout pareil. Donc il faut se préoccuper maintenant de la façon dont on fait évoluer les paysages agricoles dans les 50 ans qui viennent, parce que là où il y a, par exemple, il y a des gens qui disent qu'au sud de la Loire, il n'y aura plus d'élevage dans 50 ans. Il n'y aura plus de foin, il n'y aura plus de... Enfin, voilà, donc il faut évidemment s'en occuper tout de suite, puisque c'est 1 à 2 générations. Hein, alors même si, encore une fois, on ne sait pas qui sera Premier ministre dans 3 mois. Et en ce qui concerne la diversification, c'est évidemment un facteur de résilience. On a clairement ça présent à l'esprit. Aujourd'hui, ce qui a permis la spécialisation des régions agricoles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les transports intermédiaires. Dans un monde dans lequel vous n'avez pas l'abondance de transports intermédiaires qu'on a aujourd'hui, ça ne flotte pas d'avoir tout le maïs dans le sud-ouest, tous les cochons en Bretagne et tous les consommateurs en Île-de-France. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Et toutes les usines d'engrais, je ne sais pas où. Voilà. Donc la façon dont il faut évidemment, enfin le point focal vers lequel il faut essayer d'aller, c'est évidemment, et ça aussi c'est présent dans nos travaux, une agriculture qui se rediversifie dans certaines limites régionalement, parce que, en tout cas, tant que le climat n'a pas changé, même s'il va changer, on fait du champagne en Champagne, on n'en fait pas beaucoup en Bretagne, et on n'en fait pas beaucoup dans la région d'Aix. Voilà, donc il y a quand même, évidemment, la question du terroir, qui est aussi une question qui se pose, et qui est une question difficile, parce que le terroir renvoie précisément à des traditions et à des trucs dont on n'a pas envie que ça change, alors qu'il va falloir que ça change à cause des raisons qu'on a évoquées. Merci. Donc on poursuit avec Xavier Roseren. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Je tiens d'abord à saluer le travail remarquable qui est accompli dans ce rapport, qui met en lumière à la fois les défis et les opportunités pour une transformation ambitieuse de l'agriculture. Ce document illustre avec clarté la nécessité d'agir pour bâtir une agriculture bas carbone et prospère, tout en plaçant les agriculteurs au cœur des solutions. Cependant, face aux bouleversements climatiques et aux contraintes écologiques, il est impératif de mettre cette transition en perspective avec l'urgence d'adaptation. Les phénomènes climatiques extrêmes, l'évolution des régimes de précipitation et les tensions croissantes sur les ressources, que ce soit sur l'eau ou l'énergie, exigent une anticipation forte et une mobilisation des acteurs. J'ai 3 questions. Il y a quelques jours, j'étais aux perspectives de Combloux, petit village de ma circonscription, où on a discuté de la forêt et de la prairie, l'agroforesterie, la gestion des forêts, ainsi que la préservation des prairies permanentes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la résilience de nos paysages agricoles face au choc climatique. Quel levier, incitation économique, peut-on envisager pour encourager les pratiques agroécologiques, notamment à travers les paiements pour services environnementaux ou d'autres dispositifs innovants? La deuxième question, elle tourne autour de la gestion de l'eau, ressource cruciale, de plus en plus rare. Alors que les conflits d'usage se multiplient, comment articuler les stratégies de stockage, de partage et d'économie d'eau pour répondre aux besoins des agriculteurs, tout en respectant les équilibres environnementaux? Vous nous avez dit aussi sur la troisième partie qu'on avait des rendements qui avaient été très augmentés ces dernières années, entre autres grâce du coup aux énergies fossiles. On est aujourd'hui sur un plateau avec une stagnation de ces rendements. Est-ce que vous pouvez nous donner, de votre point de vue, les raisons principales de cette stagnation? Donc en conclusion, si les perspectives 2050 est essentielle, elle ne doit pas occulter l'urgence des décisions à court terme. Il est crucial de fixer un cap clair et d'accompagner nos agriculteurs dans cette transformation pour qu'ils restent des piliers de notre souveraineté alimentaire et des acteurs majeurs de la transition écologique. Merci. Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors la première question sur les leviers permettant la transition vers des pratiques agroécologiques. Vous avez parlé des paiements pour services environnementaux. Dans la grande consultation qu'on a menée, vous voyez ici les conditions qui sont pour 87% des agriculteurs des conditions économiques pour s'engager ou accélérer la transition. La première qui remonte en tête de liste, c'est la rémunération pour services environnementaux. Donc voilà, pour 53% des agriculteurs, c'est la condition agricole qui permettrait d'accélérer cette transition. Donc évidemment, c'est des choses qu'on va essayer d'affiner et avoir des retours plus territoriaux dans la suite du projet, notamment la phase de portage. Mais en tout cas, c'est la priorité qui remonte. Sur la question du partage et des économies d'eau, on l'a dit, hein, la clé de distribution, à notre sens, elle se situe à une échelle locale. Néanmoins, la question doit se poser de qu'est-ce qu'on arrose et quelles sont les cultures qu'on arrose. Et donc, à notre sens, il faut que les cultures soient adaptées aux conditions climatiques des territoires. Et donc, pour ça, il faut qu'elles soient rémunératrices. Si certaines cultures ne sont pas produites dans ces zones-là ou si les agriculteurs font des choix différents aujourd'hui, c'est bel et bien pour des questions d'abord et avant tout économiques. Et donc il y a donc cet enjeu d'adaptation des cultures au territoire d'un point de vue climatique, également des questions génétiques, peut-être des questions techniques pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. On poursuit avec Constance de Pellichy. Merci Madame la Présidente, merci pour cet excellent rapport et cet exposé très éclairant. Et je tiens à souligner cette démarche qui s'appuie notamment sur une consultation très large des agriculteurs. À une semaine des élections consulaires, ce débat sur leur devenir est le bienvenu. Et je me demandais si vous aviez également eu des contacts avec les syndicats agricoles dans le cadre de vos travaux de recherche. J'aimerais commencer par revenir sur la question économique que vous avez soulevée. Les agriculteurs sont donc prêts à faire évoluer leurs pratiques à condition qu'ils s'y retrouvent économiquement pour 87% d'entre eux, et c'est plus que normal. Ma première question porte donc sur comment améliorer une rémunération et avoir une rémunération plus vertueuse. Pour vous, l'agriculteur doit-il toujours vivre en partie d'aide publique ? Comment restructurer les marchés afin de mieux rémunérer les agriculteurs ? J'ai été particulièrement frappée par le chiffre de 1 à 1,5% que vous citiez tout à l'heure. À mes yeux, un défi structurel de l'agriculture française réside dans l'iniquité du rapport de force entre les agriculteurs et les centrales d'achat des enseignes de grande distribution françaises. Dans ce marché oligopolistique, dans lequel les agriculteurs sont les grands perdants, comment envisagez-vous de modifier ce rapport de force ? À ce titre, je me pose également la question de la conscience du consommateur dans les produits qu'il choisit et donc de son information. Celle-ci est-elle, à votre sens, suffisante ou serait-il souhaitable d'envisager une autre information du consommateur sur le modèle, par exemple, du Nutri-Score, qui pourrait intégrer à la fois la juste rémunération de l'agriculteur, mais aussi le bilan carbone du produit alimentaire. Vous mentionnez la nécessité d'augmenter notre production de légumineuses et de limiter notre consommation de viande. Comment évaluez-vous la possibilité de modification des habitudes alimentaires des Français ? Vous parlez de faire évoluer les pratiques agricoles, que l'agriculture dans 50 ans n'aura, dites-vous, rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pourtant, on a finalement peu parlé de résilience ce matin au changement climatique. Nous avons connu une année catastrophique en termes de récolte. Comment accompagner ce besoin de résilience alors que nous sommes très attachés à nos terroirs ? Et doit-on envisager de revoir notamment nos AOP et IGP qui apportent pourtant une forte valeur ajoutée à notre agriculture ? Enfin, la dissolution suivie de la motion de censure du gouvernement n'ont pas permis l'aboutissement du projet de loi d'orientation agricole pourtant très attendu par la profession. Selon vous, quelles seraient les mesures à sauver au sein de ce projet de loi ? Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole pour répondre. Beaucoup de questions.
Alors, pour en revenir, il y a la question sur la distribution. Je renvoie à ce que j'ai dit avant. En fait, on va s'attaquer à la question à partir de dans quelques mois. Donc, réponse dans 1 an et quelques, même si je sais que ce n'est pas nécessairement votre calendrier. Et que, sans vouloir être méchant, vous ne savez peut-être même pas si vous serez toujours dans cette salle, enfin, ou ailleurs. Ah bah... non, je dis vous ne le savez pas, personne ne le sait. Ça fait partie de l'équation du problème, mais ce n'est pas juste une plaisanterie. D'une manière générale, dans tous les sujets de long terme, c'est quand même très très compliqué d'arriver à, de se projeter quand il y a un aléa de court terme aussi fort. Je vous apprends rien et c'est pas du tout vous insulter que vous dire ça, c'est juste un fait. Hein, c'est la situation dans laquelle on est. Point. Sur la question de l'affichage environnemental, je vais répondre sur ce point et puis après je laisserai mes collègues répondre sur le reste. Alors c'est typiquement le genre de choses qui sur le papier semble une très bonne idée parce qu'on se dit tiens, si le consommateur est informé, ça lui donnera un élément de décision. Et puis dans la vraie vie, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que ça marche pas ou que ça marche pas aussi bien ou etc. En particulier, si on veut que l'affichage environnemental descende au niveau de la différenciation entre produits d'une même catégorie. Entre 2 pommes qui ne sont pas cultivées de la même manière, entre 2 yaourts qui ne contiennent pas les mêmes ingrédients et qui ne sont pas fabriqués de la même manière, etc. Ça fonctionne à partir du moment où tous les acteurs de la chaîne qui ont permis la création du produit tiennent eux-mêmes une comptabilité environnementale sur le critère qu'on cherche à mettre en avant. Alors je vais prendre le carbone pour illustrer. Si vous voulez avoir le contenu carbone d'un produit, donc je vais chez mon charcutier et je veux savoir quel est le contenu carbone d'une saucisse de Francfort, je vais au supermarché et je veux savoir quel est le contenu carbone de l'œuf que j'achète et pas celui de la marque d'à côté du reste, etc. Ça veut dire que les gens qui sont dans toute la chaîne de valeur, qui ont été jusqu'à la mise à disposition du produit, ont tenu une comptabilité carbone précise et analytique, puisque un transporteur, il transporte plein de trucs à la fois, donc il faut qu'il soit capable d'imputer les émissions du camion à tous les produits qui sont dans la caisse du camion. L'agriculteur qui a fait, si je prends ma voisine de gauche, à la fois des moutons et des vergers, il faut que je sois capable d'imputer le tracteur qui a été utilisé pour les deux à l'élevage et aux fruits, etc. Donc c'est ça qui est nécessaire chez tous les acteurs de la chaîne si on veut qu'à l'arrivée, vous ayez l'équivalent d'un Nutri-Score, ou un Carbon Score, qui serait véritablement différenciant d'un produit à l'autre. J'ai dit tout à l'heure qu'en fonction des conditions d'élevage, un même kilo de bœuf, pas le même justement, mais un kilo de bœuf pouvait avoir des émissions de production qui varient d'un facteur 10. Donc vous voyez bien que si on veut refléter cette différenciation dans l'information rendue au consommateur, un de vos collègues a dit tout à l'heure, il ne faut pas de complexité administrative. Là, je peux vous dire que si vous voulez avoir ce genre de choses, malheureusement, il faudra introduire de la complexité, puisqu'il faudra, chez chaque acteur de la chaîne, une comptabilité carbone précise. Alors, c'est possible, techniquement, mais ça représente à l'évidence une charge de travail et une charge économique, alors qui n'est pas monstrueuse, mais comme c'est une novation, les gens n'ont jamais envie d'y rentrer Voilà, l'innovation, on se dit toujours, bon, on a bien le temps d'attendre, demain il fera jour et on s'en occupera plus tard. Mais voilà. Et par ailleurs, comme on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une économie mondialisée, pas nécessairement dans les productions, mais dans les maillons amont, eh bien, il faut également que le fabricant John Deere de tracteurs, il ait sa propre comptabilité carbone si on veut avoir la comptabilité carbone de la production d'un kilo de blé, etc. Vous voyez, donc, et que Yara, qui fabrique les engrais, ait sa propre comptabilité carbone, etc. Donc, c'est quelque chose qui est une très bonne idée sur le papier parce qu'on se dit, tiens, le consommateur, ça pourrait lui rendre service d'avoir cette information. En fait, quand on regarde les difficultés pratiques de mise en œuvre, c'est pas si simple. Et il vaut mieux aujourd'hui procéder par des analyses un peu macroscopiques et des règles de fonctionnement un peu macroscopiques au sein même des secteurs, plutôt que d'essayer d'imaginer cet affichage qui, à mon avis, et c'est mon métier de faire ça tous les jours, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi avec un peu de détail, ça va être très très compliqué d'arriver à faire quelque chose qui ait une portée, qui soit à la fois juste et qui ait une portée pratique. Voilà, c'est à mon avis quelque chose qui est aujourd'hui difficile à envisager en toute rigueur. Là où je souhaiterais compléter un petit peu le propos, c'est sur les différentes modalités de commercialisation des agriculteurs. En fait, c'est variable selon les productions, mais la grande majorité des productions agricoles, en tout cas en termes de tonnage, ne passent pas directement de l'agriculteur à la grande distribution. Mais par toute une chaîne de valeur. Vous avez évoqué la partie industrie agroalimentaire.
En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, pour les céréales, le prix est défini par les marchés mondiaux. Et donc, à l'heure actuelle, il y a très peu de dérogations à cette règle de définition par les marchés mondiaux. Ce qui pose la question derrière de comment on peut faire mieux en termes de qualité environnementale si on veut que la France suive les objectifs qu'elle s'est donnés, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, mais pas que, tout en s'alignant en termes de concurrence avec des produits qui n'ont pas les mêmes normes. Et ça renvoie à ces questions de clauses miroirs, etc. Donc, à défaut d'aide publique, en tout cas, soit il y a des aides publiques et des subventions qui permettent de s'aligner sur les marchés mondiaux en n'ayant pas les mêmes normes, soit de l'autre côté, il y a des mécanismes de protection vis-à-vis de cette concurrence internationale. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait un de ces curseurs qui soit mobilisé pour qu'on puisse atterrir sur quelque chose qui fonctionne. Et vous avez enfin voulu parler des questions climatiques. On a là quelques éléments cartographiques avec des aires de répartition des cultures. Donc le fait est que à horizon 2070, par exemple, le pois chiche va pouvoir être cultivé sur toute la zone Nord-Loire, etc., ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais aussi que l'aire de répartition de cultures ligneuses, donc en l'occurrence les citrons, donc qui demande un temps d'implantation beaucoup plus important, va aussi évoluer relativement vite. Et donc il y a un vrai enjeu d'adaptation. Donc ça, c'est pour le changement climatique entendu comme un changement de long terme, mais une autre donnée de ce changement climatique pour l'agriculture, c'est l'augmentation des aléas climatiques exceptionnels. Et là, on peut s'appuyer sur les travaux du GIEC qui parlent des augmentations en fréquence et en intensité de ces événements climatiques extrêmes, où on passe des événements qui n'arrivaient qu'une fois tous les 100 ans dans les climats passés, à des événements qui vont arriver une fois tous les 5 ans, voire tous les 3 ans, en fonction du rythme de changement climatique qu'on a. Et donc la tempête centennale des années 70 pourrait devenir quelque chose qui arrive tous les 5 ans. De même pour les canicules et les pics de chaleur et de sécheresse. Ces données-là sont très très bien documentées et parfaitement disponibles dans les rapports du GIEC. Merci. On en vient au dernier orateur, Éric Michou. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour votre travail et tout ce que vous avez exprimé avec beaucoup de passion. Je vais intervenir plus particulièrement sur les volailles de la Bresse. Je suis député de la Bresse. Ce sont les plus belles volailles du monde. Je tiens à le dire, à le souligner à côté. Et je tiens à remercier tous nos éleveurs de volailles et les agriculteurs qui, au fond, sont là pour nous nourrir. Vos chiffres sont rassurants. En fait, vous avez exprimé que les volailles, pas que de la Bresse d'ailleurs, représenteraient que 34% des émissions nocives. Et que donc, je peux aussi rassurer mes éleveurs en disant qu'ils ne sont pas des pollueurs ou des empoisonneurs, parce que souvent, à force d'avoir des jugements négatifs sur l'agriculture et sur nos éleveurs, il y a une baisse des vocations qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont envie de s'investir dans l'agriculture. Vos préconisations sembleraient se retourner sur à la fois une baisse des effectifs de production des volailles, et d'autre part, avec une risque importante d'augmentation des importations, avec parfois des problèmes de produits frelatés, poulet aux hormones, au bioxyde de quelque chose, qui peuvent venir d'Ukraine ou d'ailleurs et qui, généralement, peuvent empoisonner même notre population. Nos éleveurs sont pris dans une triple tenaille. On pourrait dire une tenaille à 3 branches. C'est une innovation, les tenailles à 3 branches. La décarbonation et le verdissement. Une contrainte prix, marché, export. Et enfin, quelque chose dont j'aurai le plaisir d'intervenir cet après-midi en commission, enfin, sur les questions sur l'agriculture, s'agissant des contraintes sanitaires et du principe de précaution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour devenir agriculteur, il faut vraiment avoir envie. Ce résultat, qu'est-ce qu'il donne sur le terrain en Bresse? Je vais vous le dire, des chiffres tout simples. En 2000, il se produisait 1 300 000 volailles. Aujourd'hui, en 2024, il s'en produit plus que 800 000, alors qu'en réalité, la demande est importante. Et les Français, d'une manière générale, notamment à Noël, souhaitent les volailles de la Bresse. Et nos éleveurs ont réduit de la moitié. Il y a moitié moins d'éleveurs maintenant qu'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on ne trouve plus d'éleveurs. Donc c'est sûr que quand on aura produit 0 volaille, il n'y aura plus de problème de pollution.
Alors, j'ai relevé tout à l'heure la remarque de ma collègue Madame de Pellichy, et je tiens à lui dire qu'elle a une très très bonne remarque sur la notion, en tout cas, de label ou quelque chose qui ressemblerait à un label. Et Monsieur le Président, permettez-moi d'être en désaccord total avec ce que vous avez répondu à cette dame-là, parce qu'en réalité, il existe un cabinet dont je vous donnerai les coordonnées, qui est en train d'éditer un label qui introduit dans la qualification de nos produits l'ensemble de la filière complète de la production de l'animal, depuis le carbone, depuis la construction, depuis les terres, depuis la construction des tracteurs, jusque dans l'assiette du client. Donc, de la terre à l'assiette, il existe effectivement un label. Merci, cher et collègue. il serait important quand même de le retrouver. Je vais vous le donner, les coordonnées de ce laboratoire. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir accordé 21 secondes de plus. Merci. Merci. Je vous laisse répondre à Et bonne ces année. questions. Pour répondre à la question sur les volailles de Bresse, on n'est pas des fins connaisseurs du cahier des charges des volailles de Bresse. Néanmoins, l'approche qu'on a eue, c'est une approche assez différente entre les enjeux pour les ruminants. Les ruminants, on sait qu'ils émettent du méthane. Pour les monogastriques dont les volailles font partie, le sujet, c'est plutôt le contenu énergétique et donc la dépendance à ce qu'on appelle des émissions importées. Les volailles, c'est le secteur qui consomme le plus de soja aujourd'hui en France. C'est à peu près 43% des tonnages si mes infos sont exactes. Et donc, c'est vraiment au travers de ce prisme énergétique et de dépendance aux émissions importées qu'on a voulu traiter le sujet de la transition pour ce secteur des monogastriques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur le risque d'augmentation des importations, on en est tout à fait conscient. Encore une fois, c'est un sujet qu'on va traiter dans la suite du projet qui ira jusqu'au périmètre de l'alimentation. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a un risque de report sur des importations qui n'est pas forcément souhaitable. Et le troisième point, sur la diminution du nombre d'éleveurs et la diminution du nombre de volailles de Bresse. Donc c'est un constat qu'on fait dans la plupart des secteurs agricoles. Il y a très peu de secteurs agricoles qui sont aujourd'hui en croissance. Ce qu'on dit, c'est pas qu'on souhaite que le nombre d'éleveurs diminue. C'est peut-être qu'on souhaite que ces éleveurs soient rémunérés autrement et notamment... en particulier s'ils ont moins de bêtes à élever, ce sera d'autant plus crucial. Donc l'angle qu'on a pris, c'est pas à tout prix vouloir diminuer le nombre d'éleveurs, au contraire, mais c'est augmenter la rémunération pour faire en sorte que le rythme de diminution aujourd'hui des éleveurs se ralentisse. Juste un petit complément sur la question des labels et de la comptabilité environnementale. Je maintiens quand même ce que j'ai dit, au sens où on connaît très bien ça à Carbone 4, puisque c'est notre métier. On peut très bien faire des analyses one-shot, c'est-à-dire une fois, qui soient macroscopiques sur un produit donné. On procède avec des approximations raisonnables, etc. Donc on est capable de donner des ordres de grandeur. Moi, ce que je dis, c'est que généraliser ça de façon systématique aux quelques milliers ou dizaines de milliers de références que vous avez dans la distribution alimentaire, ça demande la généralisation d'une comptabilité carbone chez tous les acteurs de l'économie, et que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas, et je ne le vois pas exister à un horizon de temps raisonnable. C'est juste ça que j'ai dit. Voilà. Après, faire des comparaisons en ordre de grandeur, bien sûr qu'on peut les faire. Oui, Monsieur Jancovici, à la lecture de votre rapport, plusieurs éléments m'ont interpellé. Il est notamment pris comme hypothèse structurante de vos travaux une forte croissance des surfaces en légumineuses et en particulier en soja, avec une volonté affirmée de réduire la part de l'élevage. Or, aller vers moins d'élevage est une aberration dont les principes sont directement issus de textes européens comme le Green Deal, imposé sans consultation des peuples. N'est-il pas plus polluant d'importer de la viande du monde entier, de surcroît chlorée aux hormones, que de laisser l'éleveur français faire son travail et produire une viande de qualité? Je pense bien entendu ici au traité de libre-échange Mercosur qui signerait l'arrêt de mort de l'agriculture française. Il serait plus intelligent de travailler sur les circuits courts et d'encourager la production-consommation locale par la commande publique dans nos cantines scolaires, plutôt que de réduire arbitrairement de 25% l'élevage bovin, comme vous le préconisez, en validant les dogmes des écolos et végétariens radicaux. Je vous remercie.
Merci pour la qualité de vos travaux, inspirante, sans aucun doute. Monsieur Jancovici, juste une petite clé de lecture sur nos réactions exacerbées lorsque vous faites allusion à notre sursis. Il y va de la stabilité de notre pays quand même derrière. Donc c'est pour ça on goûte pas tellement au comique de répétition. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et j'en profite pour introduire la notion de santé, et notamment de santé-environnement, et plus particulièrement de une seule santé, en termes de communication et d'acceptabilité, de consensus social, vous en parlez, notamment sur les futurs travaux d'alimentation. Un exemple, l'OMS préconise a des recommandations de consommation de viande. Ces recommandations, juste pour être en bonne santé, permettent d'être tout à fait alignées avec les questions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est juste une question de santé sans même rentrer dans ces éléments-là. Mais d'une manière plus générale et plus systémique, comment les crises sanitaires mondiales telles que la Covid illustrent-elles l'interconnexion de les systèmes écologiques, économiques et de santé, et comment la transition énergétique peut-elle contribuer à prévenir ces crises futures? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Denis Feignet. Non, alors à Payot Dans Dufaux. l'ordre. Ah pardon, sur ma liste c'était l'inverse. Ah mais pardon. Pas de souci. Alors à Payot Dufaux. Madame, Messieurs, lors de la loi accélération des énergies renouvelables, le groupe socialiste et apparenté a beaucoup œuvré autour de quelques principes clés tels que la planification, la régulation et le partage de la valeur, et une formule: les énergies renouvelables, oui, les marchands de soleil, non. Or, nous observons aujourd'hui que la surface maximale couverte par les panneaux photovoltaïques peut atteindre jusqu'à 40% du terrain agricole, aiguisant ainsi l'appétit des énergéticiens. D'après les calculs de Christian Dupraz, expert reconnu pour ses activités de recherche, le potentiel est énorme, à savoir 300 000 hectares d'agrivoltaïsme, soit 1% de la surface agricole utile française, suffirait à produire autant que tout le parc de centrales nucléaires. Or, il nous semble primordial de préserver les terres agricoles. De quelle manière le Shift Project se positionne-t-il sur cette question de la régulation des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles? Merci. Merci. La parole est à Denis Feignet. C'est bon. Oui, j'avais une question, mais vous aviez partiellement répondu. C'était sur les modes de régulation et de contrôle des produits carnés sur notre territoire. Mais enfin, j'aimerais que vous reprécisiez votre positionnement. Et puis, moi, je suis élu des Hautes-Pyrénées avec une forte tradition de pastoralisme. Et j'aimerais vous entendre sur ce mode d'élevage basé sur le pâturage des animaux et la valorisation des ressources naturelles. Quel regard portez-vous sur ce mode de régulation? Merci. Merci. Je donne la parole à Justine Gruet. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour ce rapport. Chaque territoire a sa particularité en matière agricole et c'est bien la vraie chance de la France. Dans le Jura, je pense notamment à la gestion de nos forêts qui doit être pensée sur une vision à court, moyen et long terme. Mon territoire est doté de l'ensemble des forces vives pour aboutir à ces projets-là. Les vignerons subissent les aléas climatiques du gel, de la grêle et de la sécheresse de manière plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses ces dernières années. Les agriculteurs utilisent de manière raisonnée des produits permettant de garantir une production. Des filières permettent de valoriser chaque acteur. Je pense ici notamment à la filière comté, aux fruitières ou encore aux coopératives viticoles. L'agribashing actuel ne favorise pas la reprise des exploitations. On ne peut pas critiquer en permanence, être plus royaliste que le roi. Quand nous n'aurons plus d'agriculteurs, ce sera trop tard de s'interroger sur notre souveraineté alimentaire. Je souhaiterais faire le parallèle avec vous sur le numerus clausus dans le milieu médical. En effet, on a pensé que moins nous aurions d'offres, plus nous diminuerions la demande. Et je ne voudrais pas qu'en diminuant la production, on se dise qu'on mangera moins. Vous avez parlé de l'arrivée de l'utilisation des énergies fossiles dans les années 1960, nous sommes 5 milliards de plus à l'échelle mondiale qu'il y a 60 ans. 5 milliards de personnes en plus à nourrir. Nécessairement, les énergies fossiles sont pour quelque chose dans la production, mais en tous les cas, il faudra qu'on soit capable de nourrir tout le monde demain. Merci. Merci. Je donne la parole à Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, vous mettez en avant l'urgence de réduire l'empreinte carbone du secteur agricole tout en renforçant sa résilience, notamment en adaptant les pratiques pour optimiser l'utilisation des ressources en eau. Aussi, j'ai deux questions. Quel levier politique
sont immédiatement actionnables pour accélérer cette transition, tout en garantissant la viabilité économique des exploitations. Et ça, c'est très important. Et deuxièmement, comment concilier la préservation des ressources hydriques et la défense des intérêts des agriculteurs, notamment leur accès à l'eau pour l'irrigation, face aux tensions croissantes dues au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête. Merci Madame la Présidente. Monsieur Jancovici, merci d'ailleurs pour votre livre Un monde sans fin, qui m'a appris beaucoup de choses, même si vous banalisiez beaucoup les choses avec votre collègue Blin, mais c'était très intéressant. Je suis un habitant de la Loire, ma circonscription est dans le département de la Loire, traversé par le même fleuve, avec 3 barrages sur ce fleuve, Nossac, Villeray et aussi Grandjean. Un canal qui s'appelle le canal du Forêt, qui a été pensé par nos ancêtres pour l'agriculture. Malgré cela, il nous manque évidemment, comme l'ensemble des territoires, un potentiel source d'eau, une potentielle source d'eau supplémentaire, puisqu'il faut évidemment que tous les acteurs puissent partager maintenant cette ressource si rare. Ma question est assez simple. Je sais que vous avez des positions sur les retenues collinaires, sur les barrages. Pensez-vous qu'en 2025, même si nous en avions l'utilité sur des territoires, nous pourrions construire un tel barrage comme nos ancêtres l'ont fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas des oppositions de façon très forte pour des doctrines un petit peu excessives? Donc pensez-vous qu'en 2025, on peut construire un barrage en France? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Jancovici d'essayer de remettre, alors moi je suis laïque, la mairie au milieu du village et de cesser d'opposer l'économie, l'espoir de souveraineté alimentaire et l'écologie. Ce qui menace la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, et je pense que vous êtes suffisamment ambassadeur de cette notion-là, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. C'est ça l'enjeu. Et donc, ce n'est pas la réduction d'utilisation de tel ou tel pesticide ou la réduction de tel ou tel engrais de synthèse qui nous menace demain, c'est bien ce sujet-là. Et donc, l'agriculture est à la fois le problème, une partie du problème, mais probablement une réponse efficace. Sans pour autant, et c'est pour ça que je vous remercie, sans pour autant remettre en cause l'économie qui peut y avoir derrière. Et donc, rappeler des fondamentaux, comme nourrir des herbivores avec de l'herbe, ça fait du bien à entendre, parce que ça fait longtemps que je plaide pour ça, et ça fait la démonstration qu'on peut être écologiste, on peut manger de la viande, et on peut aussi défendre une activité d'élevage basée sur les prairies qui continue de séquestrer du carbone et qui propose des revenus décents et dignes à des agriculteurs. C'est ça qu'on doit faire dans les politiques publiques de demain. Je rappelle encore une fois que nos propositions ralentissent le rythme actuel naturel de décapitalisation du cheptel bovin. Je rappelle qu'elles ralentissent ce rythme, c'est-à-dire qu'actuellement c'est moins 2,7% par an, la diminution des têtes dans le cheptel bovin, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sujet environnemental, parce qu'être éleveur, il faut se lever à 5 heures tous les matins, pas de week-end, pas de vacances, pas de machin, pas de ceci, pas de cela, que ça fait partie des professions agricoles qui sont les moins rémunérées en termes de valeur ajoutée par exploitation, etc. Donc c'est d'abord ça la raison, et c'est pas d'abord le fait qu'il y a des gens qui veulent manger moins de viande ou qui achètent moins de fromage. C'est d'abord cette raison-là, et j'insiste, notre rapport n'est pas un rapport anti-élevage, ce n'est pas un rapport anti-viande, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin, c'est un rapport pro-climat, ça oui, on l'assume, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin en France est moins élevé que le rythme qu'on enregistre actuellement. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et les circuits courts, évidemment qu'on est favorable. On a dit, on cherche à diversifier les productions géographiques dans la limite d'autres réponses qu'on va faire sur les AOC, les spécialisations régionales, le fait qu'on fait plutôt du vin ici et le fait qu'on fait plutôt de l'élevage en Auvergne et qu'on ne fait pas de champagne en Auvergne, etc. Donc, enfin, voilà, dans la limite de la spécialisation régionale des productions, on fait plutôt des fruits dans le sud-ouest. Enfin bon, bref, on est tout à fait favorable à la diversification des productions pour justement optimiser les circuits logistiques à l'aval. Sur l'étiquette concernant l'origine géographique, alors à nouveau, bonne idée sur le papier, sauf qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on voit que ça marche moyen. Si je prends la mode, par exemple, vous avez sur tous les produits made in, c'est made in ailleurs l'essentiel du temps, ça n'a pas empêché l'industrie textile française de disparaître. Voilà. Donc, est-ce qu'une étiquette, c'est suffisant pour garantir la protection aux frontières? Malheureusement, non. Est-ce que c'est une mauvaise idée de le faire? Non, c'est toujours une bonne idée de le faire. Mais est-ce que c'est ça qui va permettre d'avoir un résultat
unique. Malheureusement, la réalité, c'est que... Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut favoriser des frontières ouvertes. Mais cette mesure pratique-là, en fait, quand on regarde dans d'autres secteurs, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour que le consommateur spontanément se dise « je vais être sympa avec le producteur national, même si c'est plus cher ». Ce n'est pas comme ça qu'il raisonne. On peut considérer que c'est malheureux, mais c'est comme ça. En ce qui concerne l'agriculture biologique, etc., on y a déjà répondu, il me semble. Voilà. La question santé n'était pas directement au centre de la question de la production agricole, sauf sur un point, c'est qu'on s'est attaché à ne pas, vous savez, c'est le principe anglais « do not harm », c'est-à-dire quand vous proposez une mesure qui vise à être favorable sur une pression environnementale, vous restez un tout petit peu vigilant sur le fait que ça n'en augmente pas une autre ou que ça n'augmente pas un autre inconvénient. Toutes les mesures qu'on propose sur l'évolution de l'agriculture, elles vont globalement dans le bon sens sur la biodiversité ou la santé, si elles ne vont jamais dans le mauvais, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que ou bien elles sont neutres, ou bien elles vont dans le bon sens. Par exemple, quand il y a une diminution une augmentation de l'agroforesterie, c'est globalement quelque chose qui va plutôt dans le bon sens sur l'usage des phytosanitaires. Quand il y a une augmentation de la mixité des cultures, c'est quelque chose qui va globalement dans le bon sens pour l'usage des produits phytosanitaires, parce que ça augmente la résilience des cultures, etc. Voilà. Donc on n'a pas fait de la biodiversité une entrée spécifique et quantifiée dans notre travail, mais par contre, il n'y a pas de mesure dans ce qu'on propose qui irait dans le mauvais sens sur le côté phytosanitaire et biodiversité. Et sur la partie santé liée au mode d'alimentation, ça on renvoie au travail alimentation qu'on va faire plus tard. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on aura dans un coin de la cervelle. Voilà pour les temps forts de cette audition de Jean-Marc Jancovici devant la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Alors vous l'avez compris, The Shift Project, c'est son nom, est un laboratoire d'idées français présidé par Jean-Marc Jancovici et qui vise notamment à réfléchir à la manière dont nos économies très dépendantes des énergies fossiles et notamment du pétrole peuvent accomplir le vrai changement, le changement qui permettra d'aboutir à une économie bas carbone. Ce n'est pas pour demain, ça c'est clair, mais peut-être bientôt. Voilà, on peut retrouver cette audition sur nos réseaux sociaux et sur lcp.fr. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre séance.